Bonjour Monsieur le maire, nous sommes à Poligny. Ben oui, bienvenue, bienvenue. Je vous remercie et je vais vous demander de nous présenter votre village de Poligny. Eh bien, notre village de Poligny, c'est une jolie petite commune du sud de la Seine-et-Marne, grande commune, comme vous pouvez le voir sur le plan derrière nous, une commune de 830 habitants, qui est en fait coincée entre la plaine de Beauce et puis la forêt domaniale de Poligny-Nanteau, qui elle-même est rattachée au domaine de Fontainebleau, qui est en cours de classement UNESCO. Donc voilà, on fait partie d'un ensemble naturel, on va dire assez exceptionnel. Parce que on est très prisé le week-end, voilà, les gens viennent nous voir pour visiter et se promener dans nos jolies allées de forêt, et on a vraiment un joli village sympathique. Voilà. Mais vous avez aussi un passé industriel. Alors, parce que vous m'avez dit. Alors ici, l'industrie, c'est le sud Seine-et-Marne a été très industriel, puisqu'on avait des grosses entreprises. On avait les entreprises de Bagneaux-sur-Loing qui sont à quelques kilomètres d'ici, les entreprises verrières, où on a atteint au sommet de la gloire de cette industrie 5000 emplois. On avait des grosses entreprises à une vingtaine de kilomètres avec des sociétés comme Jemont Schneider, où il y avait 3500 personnes, où j'ai eu le plaisir de travailler pendant 20 ans. Et puis, on avait Hutchinson pas loin, les pneus, à Montargis, on avait la Silec à Montereau pour les câbles. Donc voilà, on avait un très gros potentiel industriel qui malheureusement a été détruit au fur et à mesure des années. Depuis les années 80, malheureusement, ce potentiel industriel a totalement disparu, ou quasiment disparu. Le reliquat qui reste, ça ne représente que quelques pourcents de ces quasi 10 ou 12 000 emplois qui existaient dans le sud de Seine-et-Marne. Malheureusement. Oui. Alors, donc on est venu vous voir pour parler du référendum d'initiative citoyenne. Et je crois que vous avez déjà eu une expérience dans ce domaine, dans une certaine rencontre avec des gens sur le sujet. Alors, si vous voulez, alors oui, c'est un sujet qui m'intéresse, parce que je pense qu'on fait pas suffisamment appel aux citoyens pour connaître son point de vue. Je vous cache pas que nous ici à Poligny, il se passe pas une année sans que l'on fasse une réunion publique au cours de laquelle on va présenter le budget, au cours de laquelle on va présenter les projets, on va échanger avec les habitants, et tous les ans, systématiquement, on fait cette réunion publique. Là, bien sûr, on en a fait une dans le cadre des élections, mais voilà, nous, on informe notre population, et généralement, ces réunions publiques, on réunit sur la population, on réunit plus d'une centaine de personnes qui viennent s'informer sur la vie de la commune. Oui, c'est vrai, la démocratie, elle est plus facilement directe à partir du moment où c'est une petite unité et puis vous êtes en contact direct avec les... Et puis nous, vous savez, les petites communes, on est les pieds dans la boue, les mains dans le cambouis. On est en contact direct avec nos habitants. Nos habitants viennent nous voir. Ils vont pas voir le député, ils y vont de temps en temps, mais exceptionnellement. Le sénateur, alors là, ça c'est encore autre chose. Quant aux strates administratives et aux strates locales, comme la communauté de communes, la moitié des habitants de Poligny ne savent même pas qu'il existe une communauté de communes, parce que l'influence de cette strate est très faible sur une commune comme Poligny. Donc ils viennent nous voir. Alors s'ils viennent pas nous voir, c'est nous qui allons les voir. Une fois tous les ans, on leur dit, on va vous expliquer un petit peu ce qu'on fait, et puis ils viennent écouter ce qu'on a à leur raconter. Oui, c'est-à-dire que en fait la commune elle est beaucoup plus propice à la démocratie directe que ne l'est forcément une des strates dont vous parlez. Complètement. Et en plus, on a empilé des strates sur des strates.
Donc on sait à quoi ça aboutit, c'est-à-dire à paralyser l'action locale, en fait. Ah mais complètement, complètement. C'est ce que je dis aussi souvent, c'est que malheureusement, bon, moi je suis élu depuis 2001. C'est un bail. Oui, ça commence. Et je repars pour 6 ans. Ça fait 25 ans que je suis élu à Poligny, 2 mandats d'adjoint, 2 mandats de maire. Si on revient en arrière dans les années 2000, quand on se retournait vers l'administration, les services de l'État, ils étaient là pour nous apporter une aide, un support. Ils étaient à notre écoute. Mais on a vraiment tendance aujourd'hui à ressentir un petit peu un effet inverse, c'est-à-dire que c'est plutôt eux qui se retournent vers nous pour nous faire le boulot. Bon, ça c'est pourquoi pas, mais bon, ça. Dans certains cas, pour moi, ça pose un petit peu certains problèmes. C'est-à-dire, ok, on fait le boulot, mais on décide. Or, dans certains sujets, on n'a qu'un avis consultatif, et à la fin, c'est monsieur le préfet qui tranche, ou monsieur le sous-préfet qui tranche. Donc, voilà, c'est pas une évolution pour moi, qui va dans le bon sens. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une tendance à la centralisation forte. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, je crois que la maille du territoire, qui dans le passé était la commune, tout à fait. La maille du territoire devient maintenant la communauté de communes, ou l'agglomération. Voilà. C'est-à-dire, et qui n'apporte pas, pour moi aujourd'hui, qui n'apporte pas grand-chose à la population. C'est-à-dire que la population ne voit pas concrètement ce qui se passe au niveau de ces communautés de communes. Et puis en plus de ça, il y a quand même aussi faut quand même pas oublier que dans une commune, la grosse partie du travail se fait au niveau des syndicats intercommunaux. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des rapprochements intercommunaux au niveau des compétences dans certains domaines. Ne serait-ce que les ordures ménagères. L'eau, l'assainissement, les ordures ménagères, c'était géré par des syndicats. C'est géré aujourd'hui par les syndicats parce que les communes n'en avaient plus les compétences. Et ce, depuis des dizaines d'années. Et ça marche plutôt bien. Ouais, c'est pour l'efficacité. C'est efficace, c'est local, ça vraiment, ça concerne une population, ça concerne des bassins de vie, ça concerne et ça, aujourd'hui, la compétence eau assainissement qui devait être obligatoire au niveau des communautés de communes, déjà l'État a abandonné le projet, et la plupart alors ceux qui l'ont pris, la compétence, c'est pas une catastrophe, mais c'est hyper complexe, ça coûte la peau des fesses parce que il faut embaucher du personnel. Vous savez, au départ, la loi NOTRe et les communautés de communes, c'était pour simplifier la vie et réduire les coûts dans les communes. On a rajouté une strate et on a rajouté les coûts. On n'a pas simplifié les coûts, on n'a pas diminué les coûts au niveau des communautés, au niveau des communes. Donc il y a quand même un problème. Et les syndicats, donc communauté de communes, syndicats, les communes travaillent plus avec les syndicats et ont des retours plus positifs et concrets pour les citoyens que ce que l'on peut avoir de la communauté de communes. Et ça, c'est des questions qu'on peut se poser à une époque où faut s'interroger sur comment faire des économies au niveau national. Et ça, c'est un autre sujet. Oui, c'est pas une vocation. Ça n'a pas une vocation de faire des économies. J'ai vu en arrivant dans la commune que vous aviez quelques problèmes avec les éoliennes. Ah, alors ça, c'est vaste sujet. Alors, vaste sujet, comme on se l'est dit off, je suis un ancien ingénieur de chez Schneider Electric, j'étais expert en énergie chez Schneider Electric, donc faut pas trop me raconter de bêtises quand on parle d'éoliennes, de panneaux solaires et de réseaux, parce que c'est quand même un sujet que j'ai côtoyé pendant 42 ans, donc voilà, faut pas trop me dire de choses là-dessus. Donc effectivement, on est confronté à des promoteurs, à un promoteur très arrogant, Rainer Energy, adossé à BlackRock,
Donc BlackRock, le gros groupe, le grand fonds de pension, le grand fonds de pension à 10 000 milliards de dollars américains, qui, je crois, aujourd'hui se détache des énergies renouvelables. Enfin bon, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, on est confronté à ce promoteur très indélicat, c'est-à-dire qui nous méprise complètement. Alors c'est le rouleau compresseur qui va devoir revoir ses ambitions sur notre territoire parce qu'on ne se laissera pas faire. Et Rainer Energy qui, oui, depuis maintenant pratiquement 3-4 ans, fait du forcing pour nous installer 6 belles éoliennes de 200 mètres de hauteur, enfin 4 maintenant aujourd'hui. Au départ, c'était 6 de 230 mètres. Aux dernières nouvelles, j'ai pas eu de document officiel, mais ce serait 4 de 200 mètres de hauteur, au-dessus de notre joli village, comme vous avez pu le voir en arrivant, avec notre église du XIVe siècle. Enfin bon, je veux dire, notre environnement naturel, rattaché au domaine UNESCO, comme je disais tout à l'heure, de Fontainebleau, dans un secteur où on est répertorié en réserve carrière de pierre par la DRAC d'Île-de-France. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on se pose des questions sur ces projets d'énergie renouvelable qui deviennent totalement incohérents par rapport aux réels besoins de la France. Aujourd'hui, avec notre énergie nucléaire, on en parlait aussi tout à l'heure, et les revirements entre je ferme Fessenheim et aujourd'hui je relance le nucléaire, donc je dépense du pognon d'un côté et je vais en redépenser, enfin bon bref, l'incohérence totale en matière d'énergie dans notre pays, où on est plus dans la démagogie et le politiquement vert. Or, aujourd'hui, les seules lignes à suivre en matière d'énergie, c'est l'économie, la science et les techniques. Si vous sortez de ces 3 piliers, vous vous trompez. On peut pas décréter de dire, parce que par conviction politique, il faut décarboner, oui, mais il y a d'autres solutions pour décarboner que d'installer des éoliennes qui n'ont jamais décarboné le paysage et les panneaux solaires est décarboné par nature. En plus de ça. Donc, si vous voulez, ces projets-là deviennent totalement aberrants, parce que je vois pas pourquoi on va venir défigurer des paysages comme les nôtres pour venir installer des éoliennes qui ne serviront à rien, qui n'apporteront rien, puisqu'en fait la France n'a pas d'augmentation de sa consommation d'électricité depuis des années, et même est plutôt en décroissance. Ça serait bon signe si elle était en croissance, parce que ça voudrait dire que l'industrie en consomme un petit peu plus et que ça aurait une incidence sur l'emploi qui est aussi en décroissance. Donc tout ça c'est lié, et donc ces éoliennes n'ont rien à faire. Et en plus de ça, on va gaver ces promoteurs privés d'argent public, parce que c'est nous qui allons payer quand même. Et là, c'est là où ça devient absolument non seulement plus qu'aberrant, mais insensé et totalement improductif. On est dans un pays qui a 3 500 milliards de dettes, et on va continuer à creuser la dette en se faisant plaisir sur des éoliennes et des panneaux solaires qui sont fabriqués en Chine. Alors, j'en parle en connaissance de cause. J'ai passé 7 ans en Chine, donc j'ai pas vécu en Chine, mais j'y suis allé régulièrement. J'y passais 1 mois par an, 1 mois et demi par an. Donc voilà, tout ça vient de là-bas. Mais très bien, ils travaillent très bien, les Chinois, ils font bien leur boulot. Mais il faut surtout pas prendre le modèle. Quand on voit des articles sur les Chinois ont installé des milliers d'hectares de panneaux solaires, oui, mais sur un territoire qui est 50 fois celui de la France, oui, pourquoi pas installer dans un désert où on peut rien faire, alors que nous, on installe des panneaux solaires sur des terres agricoles. Oui. Pour compenser le salaire de nos agriculteurs. Parce que les agriculteurs gagnent pas assez, donc ils peuvent mettre des éoliennes et des panneaux solaires. Oui. Et puis après, ils vont les démonter. Et il faudra les démonter. Mais ça, c'est un autre sujet, ça. Ouais. Parce que quand il va falloir les démonter dans 15 ou 20 ans, là, ça sera un autre problème. Ouais. Écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour. Oui. Vous avez quelque chose à rajouter, vous, sur... Non, vous savez,
comme je dis toujours, être maire, c'est un petit peu un sacerdoce, quoi. C'est un apostolat, ouais. Oui. Il y a Pépone et Don Camillo. Malheureusement, j'ai plus de Don Camillo à Poligny, même si on est en train de restaurer notre église. Mais quand je vois Monsieur le curé, de temps en temps, je lui rappelle à notre bon souvenir en disant c'est nous, c'est les communes qui entretenons le patrimoine. Mais bon, oui, être maire, c'est passionnant. C'est passionnant, mais ce serait bien qu'on nous écoute un petit peu plus. Et puis que quand on parle de sujets que aujourd'hui on a face à nous, alors quand on arrive à un certain âge comme le mien, on a face à nous des gens qui savent tout sur tout. Ils veulent tous nous expliquer tout ce qu'ils veulent. Ils veulent nous parler de politique internationale, de trucs de machin. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans 42 pays du monde. Donc, quand vous avez travaillé, je parle pas de tourisme, hein, je parle de travail. C'est-à-dire côtoyer les gens, manger avec les gens, travailler avec les gens, suivre leurs coutumes, les respecter dans leur façon de vivre, les écouter, travailler à leur rythme, voilà. On apprend beaucoup de choses. On apprend énormément. Alors, c'est pour ça que quand on vient sur ma commune, sur mon territoire, venir m'expliquer un certain nombre, des fois, ça a du mal à passer. J'ai la réputation d'être un petit peu, de temps en temps, un petit peu direct sur ce que j'ai à dire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, non, stop. Ne venez pas nous expliquer ce que vous ne connaissez pas, ce que vous n'avez jamais côtoyé. Et c'est ce qu'on peut reprocher à toute cette nomenclatura au-dessus de nous, qui veulent nous expliquer les choses, qui prennent les décisions quand on voit on revient sur les éoliennes, quand on voit que la PPE3 a été prise par décret, et quand on lit ce qu'il y a dedans, et quand on est du métier, mais c'est à se taper la tête contre les murs, quoi. Moi, je suis aussi impliqué vous avez sûrement entendu parler, dans le réseau RETM, au niveau national, qui travaille sur l'énergie, justement, qui travaille avec des experts, qui partagent toutes les données, les données techniques sur l'énergie. Et aujourd'hui, tout ce qui a été décidé dans la PPE3, une grande partie de la PPE3, ce n'est que de la démagogie, ce n'est que du dogmatisme, ce n'est que de la politique. Il n'y a pas de base scientifique, de base concrète, de base réelle, de base économique. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire baisser le coût de l'énergie. Alors évidemment, tant que le détroit d'Ormuz, il va être dans l'état où il est aujourd'hui, ça va être compliqué. Mais vous savez, le rêve du tout électrique, le rêve non, l'électrique, oui, mais c'est le multi-énergie, c'est d'utiliser chaque énergie là où elle doit être, c'est de la produire de la meilleure manière, c'est de prendre tout un contexte. Or, aujourd'hui, ces gens-là ils font tête baissée et je pense que le gros problème, que ce soit au niveau de l'Europe, en particulier au niveau de l'Europe de l'énergie et de l'influence de l'Allemagne sur le sujet, c'est qu'aujourd'hui toutes les décisions qui sont prises n'ont rien à voir avec la situation réelle de la France. Et on le fait contraint, forcé, et ça, pour moi c'est grave, très très grave. Oui, dans l'intervalle, on a perdu le surgénérateur qui permettait de donner une énergie définitive pour des siècles. Bien sûr. On a démantelé EDF. Complètement. Et puis maintenant, Et là, il va falloir qu'on privatise notre réseau hydraulique ou que... Vous savez... l'Allemagne avait l'œil sur tous nos barrages, parce que les barrages ont un statut à part. Donc, non, mais tout ça, c'est des sujets hyper graves, et à mon avis, qui sont traités aujourd'hui par-dessus la jambe, par des gens incompétents. Donc voilà, prenez des gens compétents pour traiter les sujets, et puis surtout, montrez-nous les chiffres derrière. Ce que ça coûte au bout. Aujourd'hui, vous savez, un projet, quand on demande les chiffres d'un projet éolien, tout le monde refuse de les proposer.
et quand je dis les chiffres, c'est tout ce que coûte un projet éolien, tout ce que ça coûte aux contribuables, depuis la fabrication, l'achat, l'installation, le raccordement au réseau, tout. Et derrière, ce que l'on paye, ce que l'on rétribue Ah ben de toute façon, le prix, il est faux de la rétribution. Mais bien sûr, oui. complètement faux. Oui. Ah, donc, en fait, ces gens-là, Je crois que c'était, à une époque, c'était le mégawatt, c'était dans les 400 €. ah, ça a été, il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Maintenant, c'est, mais le mégawatt nucléaire, il était à 20. Oui, bah à ce aujourd'hui, moment-là. je crois qu'on est aux alentours, sur l'éolien, on est aux alentours de 80 € du mégawatt. Je crois que c'est dans ces eaux-là, à peu près, aujourd'hui. Mais voilà, c'est, Et ce que ça implique comme difficulté pour le fonctionnement de la production électrique générale. Parce que, il faut faire passer quand il y a du vent, le courant produit par des par les éoliennes. On se tue ces gens, on se tue à dire à tous ces gens-là qui prennent des décisions. Les experts se tuent à leur expliquer que on est en train de mettre en péril la pérennité de nos centrales nucléaires, puisqu'on va moduler la production, non pas par les énergies renouvelables, c'est-à-dire que on va consommer de l'énergie renouvelable et derrière on va moduler avec nos centrales nucléaires, qui sont pas du tout faites pour ça. Nos centrales nucléaires, elles sont pas faites pour être modulées, elles sont faites pour travailler à puissance constante le plus possible, de manière à pérenniser leur durée de vie. Et ces gens-là, non, ils ont rien compris puisqu'ils veulent faire l'inverse. Ils demandent à EDF de faire l'inverse. Oui. Donc, qu'est-ce que vous voulez quand vous avez des gens d'un niveau bien supérieur au mien, qui expliquent les choses de manière scientifique et de manière technique, de temps en temps, il faut peut-être que ces rigolos là-haut les écoutent. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Eh ben, on a fait quand même pas mal le tour. Oui. Et de la commune, et puis j'espère. Oui, bien sûr. On est sorti pas mal avec bien sûr. l'éolien. C'est un sujet qui me tient à cœur, Ouais. à la fois pour la commune et de par mes origines professionnelles. Mais après, il y a plein de choses. Préserver notre environnement, préserver notre forêt. Poligny est classé en commune à risque pour on a 1500 hectares de forêt. Donc, classement à risque pour les incendies. Mais c'est pas du résineux ici. Alors, il y a de tout. Il y a du résineux, il y a beaucoup de chênes. Voilà. Mais bon, voilà. Donc, on va être contraint à toutes les règles qui vont s'imposer dans les communes classées à risque. Et puis, voilà. Mais bon. On va y arriver. Voilà. Eh ben, écoutez, monsieur le maire, je vous remercie. C'était un plaisir. Puis, à bientôt, sans doute. J'espère bien.